Bonjour tout le monde et merci d'être là. J'ai envie de vous dire soyez les bienvenus, mais bon, c'est vous qui nous recevez finalement. Nous venons d'un peu loin et vous avez pris de votre temps ce samedi après-midi pour venir nous écouter, nous entendre, mais j'espère surtout nous dire ce que vous penserez de la présentation que nous allons faire par le biais de notre secrétaire général Linda Diogène Sini sur la Centrafrique, avec le titre que vous voyez, une guerre néocolonialiste ou les enjeux d'une guerre préfabriquée. L'Afrique, pour nous en tout cas, ce ne sont plus des mots MAUX, mais l'Afrique pour nous c'est surtout des mots MOTS que nous devons redéfinir. Redéfinir pour notre propre compréhension, redéfinir pour la compréhension de nos enfants, de nos petits-enfants. Ce que les autres disent, pensent, estiment de l'Afrique sur l'Afrique, honnêtement pour nous ça ne devrait plus avoir aucune espèce d'importance. Et si nous choisissons un thème comme celui-là, c'est parce que nous savons qu'au quotidien, nous sommes intoxiqués par tout ce que certains médias, l'essentiel pour la plupart, veulent bien dire. Qu'il y aurait des guerres ethniques en Centrafrique, on a même failli parler à un moment donné de guerres religieuses, on s'est mis à parler de villages musulmans en Centrafrique, etc., etc. Il y a tous les termes possibles qu'on entend, toutes les expressions possibles, mais des choses que nous ne connaissons pas. Parce que nos frères et sœurs qui sont sur le terrain, ils vivent une réalité qui est autre, que nous connaissons parfois, mais que nous oublions un peu trop souvent. Donc l'opportunité nous est donnée aujourd'hui pour que la Ligue panafricaine Umoja, dont vous voyez ici le drapeau, puisse vous donner une autre vision des choses. La Ligue panafricaine Umoja, dont vous avez le logo de l'autre côté, puisse vous donner une autre vision des choses. Et c'est une vision qui non seulement est la nôtre, mais nous estimons qu'elle est en droite ligne avec ce que nos devanciers, ceux qu'on appelle couramment les pères fondateurs du panafricanisme, et même les mères fondatrices, parce qu'il y en avait également du panafricanisme, ont toujours pensé sur notre continent. C'est-à-dire nous sommes indivisibles, et nous ne devons plus accepter que quiconque vienne nous diviser. Donc, trêve de plaisanterie, trêve de rigolade, trêve de bavardage, nous allons entrer dans le vif du sujet, et encore une fois, nous vous disons merci. Et juste avant de commencer, nous aimerions vous demander de vous lever pour une petite minute de silence pour tous nos morts, passés, présents, et nous n'espérons pas à venir. Merci beaucoup. Donc la parole est à Linda Diogène Sini pour nous faire la présentation de la Centrafrique, guerre néocolonialiste pour les enjeux d'une guerre préfabriquée. Bien, donc merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Nous allons essayer de développer cette thématique sur la Centrafrique. Déjà dans le titre, tel que nous l'avons pensé, il y a tout un programme. En réalité, quand nous disons guerre néocolonialiste, dans notre esprit, c'est très clair que la colonisation n'est pas terminée. La colonisation se poursuit sous différentes formes. Les enjeux d'une guerre préfabriquée, justement, parce que ce qui se passe en Centrafrique, c'est tout sauf la guerre des Centrafricains. Voilà. En dehors de ceux qui, effectivement, constituent le club des acteurs qui manipulent les milices, et même l'armée qui est devenue une milice à part entière, en gros. Donc on va essayer donc de développer. Donc nous aurons à peu près 6 parties que je vais développer d'une égale importance, mais je vais essayer de développer dans la mesure du possible. Donc on va commencer par faire un état des lieux rapide de la Centrafrique aujourd'hui. On va voir la pénétration coloniale française et on verra un personnage très important qu'on appelle Barthélemy Boganda. Si on ne connaît pas ce personnage, en fait, on ne connaît pas l'histoire de la Centrafrique tout simplement. La période post-coloniale, donc après les années 60, ce que nous appelons le continuum colonial, en d'autres termes, et la solution panafricaniste, ce que nous pensons être la voie aujourd'hui à suivre pour que la Centrafrique cesse d'être le théâtre des enjeux ou des guerres des autres. Enfin, un message en sango, je ne sais pas s'il y a des Centrafricains dans la salle. Non? Apparemment non. Bon, d'accord. C'est bien un message pour nos frères de Centrafrique dans Sango, mais on va quand même le dire, malgré tout. Je pense que les gens ils doivent comprendre Sango ici, peut-être. Donc, on va rapidement dérouler donc la première partie, l'état des lieux de la Centrafrique. Aujourd'hui, la Centrafrique est considérée comme ce qu'on appelle un État failli.
Un État failli, c'est un concept énusien qu'on applique aux États qui n'arrivent plus à assumer leur rôle. Donc, comment définit-on, comment reconnaît-on un État failli? Donc, j'ai essayé de résumer rapidement les symptômes et les caractéristiques d'un État failli. Donc, un État failli, c'est un État dans lequel on trouve une pression démographique, des violences communautaires, une émigration chronique et soutenue, des inégalités de développement, un déclin économique, une criminalisation, la détérioration des services publics, le non-respect des droits humains, l'intervention des puissances internationales. Bon, effectivement, si on prend ces éléments séparément, on peut considérer que tous les États du monde sont faillis, puisqu'aucun État au monde n'est capable de réunir toutes ces conditions. Ceci dit, lorsqu'on les a quand même accumulés, on devient ce qu'on appelle un État failli d'après l'ONU. Et ce qui est quand même étonnant, lorsqu'on parle d'État failli, on ne tient pas compte de ce que c'est que l'absence de souveraineté. Or, dans les symptômes que définit l'ONU, on aurait dû dire l'absence de souveraineté, c'est aussi un État failli. C'est un symptôme, pardon, aussi d'un État failli, puisque l'absence de souveraineté poussera certainement un État ou encore amènera un État à ne pas maîtriser en fait ces différents rôles. Un État failli, un État qui n'a pas de souveraineté, évidemment, ne peut pas maîtriser sa démographie. Un État qui n'a pas de souveraineté ne peut pas maîtriser ou empêcher les violences communautaires, l'immigration chronique et soutenue, les inégalités de développement, le déclin économique, et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose qui manque. Les États africains, pour être des États faillis au sens de l'ONU, devaient être des États qui ont la pleine souveraineté sur leur territoire, et s'ils manquent à leurs obligations, à ce moment-là, oui, ce sont des États faillis. Mais on ne peut pas appliquer cette définition aux États qui n'ont pas de souveraineté en tant que tels. C'est pourquoi, autant oui, il y a tous ces éléments en Centrafrique, mais il faut faire très attention, parce que si on n'analyse pas au-delà de ce que l'ONU définit, on va appliquer, plaquer comme ça. Non, les États qui n'ont pas de souveraineté, naturellement l'expérience l'a montré, ça a été fait en Amérique latine pendant 2 siècles, quand ils ont pris leur indépendance, et se voit aujourd'hui en Afrique. Quand on n'a pas sa souveraineté, on ne peut pas avoir les moyens d'éviter les catastrophes que nous voyons. Donc à nous de concevoir nos propres concepts pour essayer de définir ce que sont que nos États. Considérons, disons, pour être fair play, que la Centrafrique est un État failli. Allons-y. Un État failli constitue pour beaucoup déjà un défi géopolitique, puisque on est incapable d'assurer la fonction régalienne, donc le contrôle effectif du territoire et des populations. Un État failli perd le monopole de ce qu'on appelle la violence légitime, puisque dans un monde moderne, la violence légitime est réservée à l'État. D'accord? Donc quand on n'a plus de violence, la capacité d'assurer le monopole de la violence légitime, du coup le territoire est gangréné par ce qu'on appelle des guérillas, des bandes armées, des seigneurs de la guerre, des groupes paramilitaires, des organisations criminelles ou bien terroristes. C'est ce que nous constatons dans la plupart des États en fait qui n'arrivent pas à assumer leur souveraineté. En 2013, j'ai regardé, l'ONU avait donc publié la liste des États faillis, il y en avait à peu près 16 dans le monde, 13 sont des États africains. Donc là, vous avez les 16 pays, le Yémen, l'Afghanistan et le Pakistan, qui ne sont pas des États africains, mais les 13 sont des États africains. Et la Centrafrique occupe joyeusement la 9e place. Donc voilà l'état de la Centrafrique aujourd'hui considéré par les organisations internationales. Les conséquences pratiques d'un État failli, c'est un peu une répétition. Donc la violence est fragmentée et privatisée. Dans les États faillis, évidemment, ce sont les milices et autres tout qui assurent en fait le contrôle du territoire. Donc ils y sèment la violence. La Côte d'Ivoire l'a connu un peu pendant 10 ans, sur la Côte d'Ivoire, dans le nord du pays. La captation des ressources de l'État par les bandes et milices armées. La plupart des États africains, la RDC en particulier, tout l'Est de la RDC, on connaît cette réalité. Le développement des zones grises propices au trafic de matières premières, d'êtres humains, d'armes, de drogue et d'espèces en tout genre, enfin, d'espèces en danger, d'espèces. Donc, les zones grises ici, ce sont des zones où on ne sait plus qui contrôle quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les hommes en uniforme de l'État, il y a encore des milices et ainsi de suite. Donc, on est dans des zones assez compliquées où on peut être pris dans un traquenard sans le savoir. Voilà donc les conséquences pratiques de ce qu'on appelle un État failli. Là, j'ai pris quelques images de la Centrafrique. Alors, cette image date de décembre 2012. Décembre 2012, je le situe précisément parce que le régime Bozizé, en décembre 2012, vous vous souvenez, il y avait
les caméras du monde braquées sur la Centrafrique, le régime Bozizé était aux prises avec les rebelles Séléka qui avançaient de façon assez rapide vers Bangui. Et donc, quand on voit cette image, on se rend compte que ça, c'est donc l'État centrafricain. Toute cette partie, donc avec des points rouges, jusque-là, toute cette partie du territoire était contrôlée par la Séléka, alors qu'ils sont encore au pouvoir. Il y avait un régime, il y avait un pouvoir de Bozizé, et le régime Bozizé contrôlait toute la partie où il y a des points verts, et en plus partagé avec l'armée française. Vous voyez? Donc en réalité, on nous présente un gouvernement, un régime centrafricain reconnu par l'ONU, mais en fait qui n'a pas le contrôle de la majorité de son territoire, puisque le territoire est occupé par les Séléka en tant que tel. C'est ça l'exemple de l'État failli. C'est-à-dire que vous avez un président qu'on nous présente, mais en réalité, qui n'est président que d'une portion du territoire, qui n'a pas la réalité de l'ensemble de son territoire. Ça, c'est l'état de la Centrafrique jusqu'en décembre 2012, avant la chute de Bozizé. J'ai pris notre carte, cette fois-ci, ça date de juillet 2014. D'accord? Précisément, Bozizé est parti depuis le 15 mars 2003, d'accord? Et il a été, parce que Bozizé est parti le 15 mars, le 24 mars 2013, parce qu'il a fait son coup d'État le 15 mars 2003, il est parti précisément jour pour jour, 10 ans, le 24 mars 2013. Il était déjà tombé, donc il n'était plus au pouvoir en juillet 2014. Par contre, il était remplacé par Madame Samba Panza, Catherine Samba Panza, depuis janvier 2014. Donc elle était au pouvoir depuis à peu près 6 mois qu'on a eu cette image. Alors, quelle était la réalité de son pouvoir sur son territoire? Toute cette partie, encore une fois, est contrôlée toujours par la Séléka, qui avait perdu le pouvoir entre-temps, puisque la Séléka avait remplacé Bozizé au pouvoir. Donc la Séléka s'est repliée pour occuper toute cette zone, d'accord? Il y a 3 couleurs, là. Il y a 3 couleurs, en effet. Et cette zone-ci, globalement, on dit que c'est la zone qui est en fait occupée, on va dire, par ce qu'on appelle les forces anti-Balaka, pas par le régime. Il faut bien faire attention. Cette zone ici, par les forces anti-Balaka. Anti-Balaka, ce sont les autres milices qui sont constituées pour se battre contre les Séléka. Au milieu, il y a un gouvernement qui n'occupe en réalité que cette zone. Vous voyez? Et celle-ci, c'est la zone grise dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est des zones où on ne sait pas qui contrôle quoi. D'accord? Vous avez à la fois les milices Séléka, évidemment, puisqu'ils sont déjà dans cette zone. Donc, ils sont bien évidemment dans la zone grise. Vous avez des forces dont on ne connaît pas l'origine, des rebelles, soit anti-régime soudanais, et ainsi de suite. Donc, la Centrafrique, toute cette partie, échappe même d'ailleurs à la Séléka, qui, elle aussi, vient chercher le contrôle de certaines parties, mais finalement qui n'appartient à personne. Okay? Et pourtant, c'est le territoire centrafricain qu'on nous présente avec un gouvernement qui, en fait, n'a de réalité que sur cette portion de territoire. Vous voyez ce qu'on appelle l'État failli. Et comment vous pouvez imposer ou bien vous pouvez exiger d'un régime comme celui de Samba Panza de faire des miracles alors que ce régime ne contrôle en réalité peut-être que le 6e du territoire. Okay? Donc ça c'est les images de 2014, juillet 2014. Conséquences pratiques de l'État failli sur les populations. Alors cette image on l'a choisie parce que elle a fait un peu le tour du monde. On nous a présenté cette image comme la guerre religieuse en Centrafrique. Donc là, on y voit quelqu'un qui a une machette, habillé en boubou, qu'on a présenté comme un musulman, qui frappait des chrétiens, soi-disant parce qu'ils n'étaient pas en boubou. Donc en fait, les chrétiens, c'est des gens qui sont habillés comme ça doit être défini. Et les musulmans, c'est des gens qui sont habillés comme ça. Voilà, tout simplement. Ce qui est totalement idiot, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voit? Ceux qui connaissent Bangui, et des commerçants de confession musulmane. Ça peut être des Centrafricains d'origine, comme nos frères de l'Afrique de l'Ouest, qui ont l'habitude d'émigrer en Afrique centrale et autres et tout, qui tiennent des boutiques, des magasins. Ça, c'est des réalités de Brazzaville, Bangui, Kinshasa, partout, on les voit partout. Et ce commerçant, visiblement, si on fait une analyse un peu rapprochée, a vu son magasin pillé. Ça, ce sont des jeunes Centrafricains, peut-être que parmi eux, il y a des musulmans, qui sait? D'accord? Qui donc pillait le magasin de ce commerçant, grâce à sa machette, il réussit à les faire partir. Mais finalement, cette image est dramatique. Parce que c'est même la conséquence même de l'État failli. Hein? C'est-à-dire qu'on a abandonné les populations. Au fond, qu'est-ce qu'on veut? Ces populations que vous voyez, c'est la guerre des miséreux. Ces populations sont abandonnées d'elles-mêmes. Ces populations sont laissées depuis les années 60, il n'y a pas de politique de développement. Il n'y a pas de politique d'éducation, de santé, autres et tout. Et donc, ça crée un terreau favorable lorsque des milices
que les jeunes chômeurs qui aspirent pas à autre chose que de vivre décemment, de profiter pour essayer de trouver dans les magasins de quoi vivre. Et le commerçant a raison de les poursuivre. Il se bat à force de s'empoigner pour pouvoir tenir son commerce et du jour au lendemain le voir dilapidé ou bien pillé par des jeunes. Il préfère autrement que de se défendre. C'est l'image dramatique, c'est même la conséquence réelle de ce qu'on appelle le sous-développement, tout simplement. Qu'on nous a présenté comme la guerre dramatique des religieux musulmans, des religieux chrétiens. Moi, je ne vois pas les musulmans, des chrétiens se battre ici. Cette image a fait le tour du monde pour nous expliquer qu'en Centrafrique, en effet, les gens ne s'entendent pas parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont musulmans. Non, il y a la guerre parce qu'il y a la misère, c'est la guerre des pauvres, c'est la guerre des miséreux, des laissés pour compte. C'est très important de l'avoir à l'esprit parce que ça nous évite de rentrer dans des considérations. Voilà. Ici, nous avons une autre image de l'État failli. Nous sommes le 5 février 2014. Madame Samba Panza a été, tout à l'heure je l'ai rappelé, intronisée le 24 janvier, je crois, 2014. Donc on est à peu près 2 semaines tout cassé, d'accord, de son intronisation. Et elle fait une cérémonie très importante de l'armée nationale. Parce qu'apparemment l'armée centrafricaine n'existe plus, l'armée est divisée. Il y a ceux qui ont pris fait cause pour les Séléka, d'autres pour les anti-Balaka, d'autres encore pour des milices non identifiées, et ainsi de suite. Et donc, elle fait une cérémonie publique où elle rassemble toute l'armée pour essayer de rappeler le rôle de l'armée pour que l'armée assure son rôle. Cette armée est décriée comme la plupart des armées africaines qui frappent sur les populations souvent, mais on se rend compte que durant cette manifestation, les militaires, notamment ceux qui étaient peu ou prou proches en fait, des anti-Balaka, découvrent parmi eux un des leurs, ça c'est un militaire hein, qu'on est en train d'échapper. Donc découvrent parmi eux un des leurs qui, soi-disant, parce que personne ne l'a établi, soi-disant serait Séléka. Qui aurait pris fait cause pour Séléka, qui est venu à cette cérémonie où on avait demandé à toute l'armée de venir pour essayer de s'unir, de retrouver les valeurs républicaines, et ainsi de suite. Et ils vont s'en prendre à ce militaire, alors même que c'est une tentative de restaurer l'armée. Alors, quand on découvre anti-Balaka ou anti-Séléka, c'est pas le problème. Mais qu'on le fasse arrêter tranquillement, qu'on le mette dans avec les règles judiciaires, d'accord, mais quand on le déchire comme ça, quand on l'écharpe comme ça, on le lèche comme ça, ça montre à quel point l'armée centrafricaine, au fond, n'existe plus. Parce que personne n'avait établi que cet homme était évidemment Séléka. Là, vous avez l'image d'un homme Séléka qu'on est en train de frapper, prétendu Séléka qu'on est en train de frapper, mais c'est la même chose chez les Séléka également. Ça veut dire qu'ils font aussi des lynchages sur ceux qu'ils estiment être proches plutôt des anti-Balaka. Voilà. Donc là, c'est l'image, évidemment, c'est le chaos, hein, c'est le même homme, hein, regardez, qu'on a pris en photo et puis qu'on exhibe. Hein. Ça, c'est le chaos en Centrafrique. C'est ce que le néocolonialisme donne comme résultat. C'est le chaos. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres résultats pour le néocolonialisme que ce que nous voyons là. Ça nous fait peut-être mal, mais lorsque vous prenez un État moderne, où il n'y a pas d'investissement, où il n'y a pas de politique publique pour combattre le chômage, pour faire une politique éducative et tout, ça donne quoi au bout de 50 ans? Il y a 2 ou 3 générations sacrifiées au milieu, qui deviennent adultes, qui ne savent pas quoi faire, qui veulent avoir des enfants, des familles et tout, ça crée le chaos. Et donc, cette image de la Centrafrique, ce qui arrive en Centrafrique, n'est pas spécialement propre aux Centrafricains. Ça peut se retrouver dans tous les pays africains, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ça peut même se retrouver de façon aggravée, en quelque sorte. Conséquence toujours de l'État failli, là vous avez un ministre centrafricain, vous voyez cette image, c'était un ancien rebelle. On l'appelle Armel Ningatulum Sayo. Ce ministre, en effet, ça fait un peu sourire parce qu'il était chef d'une milice avant d'être ministre. Puisque c'est l'entrepreneuriat politique désormais en Centrafrique. C'est-à-dire que pour faire la politique, on monte une bande armée, on prend une partie du territoire, comme on l'a dit tout à l'heure, la violence est devenue privatisée. Et une fois qu'on fait un peu de bruit pour te calmer, on te met au gouvernement et on prend tes hommes, on donne quelques positions, on se calme. Lui, il était dans cette situation. C'est un entrepreneur politicien. Aujourd'hui en Afrique, c'est par là qu'on passe. D'accord? Et il est devenu ministre. Ministre dans le cadre de la transition. Un jour, il est parti à l'église et il rentre chez lui. Il a été enlevé par une autre bande armée. Voilà. Donc même les ministres peuvent être enlevés. C'est-à-dire que c'est une situation catastrophique. Hein, on est dans un chaos indescriptible. Les ministres dans un pays peuvent être enlevés du jour au lendemain par des bandes armées et on négocie.
on a négocié avec l'autre bande armée jusqu'à ce qu'il ait été libéré. Donc ça c'est, ce que vous voyez là, c'est un communiqué public hein, de la présidence de la République, donc qui a publié le 25 janvier l'annonce de la séquestration de ce ministre. Et là, les Centrafricains sont particulièrement au courant de la situation de leur pays. Ils le savent très bien. J'ai retrouvé un article, par exemple, d'un certain Adolphe Patois, de juin 2013, cet article. Que dit cet article? Et je vais même intituler « Développement du sous-développement ». En fait, on développe le sous-développement. En fait, il dit dans cet article, il fait un état des lieux, il dit la Centrafrique, 622 000 km². Voilà ce que représente ce territoire. Près de 4 millions d'habitants. 53 ans d'indépendance. 6 chefs d'État et aujourd'hui un gouvernement de plus de 30 membres. Aujourd'hui un Conseil national de transition de 135 membres. Bilan de tout ça, d'accord? On a donc un seul hôpital général, depuis 50 ans, un seul hôpital général. On a une seule université. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça une université avec des critères. L'établissement supérieur. On a un seul aéroport, entre guillemets, de renommée internationale. Je ne sais pas si vous avez été à Bangui Poko. Vous allez voir ce que c'est que l'aéroport international. On a une seule route nationale à moitié bitumée de 500 km. On a 3 hôtels de plus de 100 chambres. D'accord? On a une seule brasserie, donc symbolique du sous-développement industriel, bien sûr. On a un seul stade de plus de 10 000 places. Bon, comme il disait lui-même, hein, les férus disent 20 000 places. D'accord? Et on a 150 élèves par classe dans le primaire et dans le secondaire. Voilà aujourd'hui les éléments froids sur la Centrafrique. Un État moderne du 21e siècle qui est résumé par cette situation. Donc, maintenant qu'on a vu un peu l'état froidement dévié de la Centrafrique, on va donc essayer de repartir dans l'histoire pour remonter un peu le temps, pour comprendre d'où est parti ce pays depuis la pénétration coloniale française. Donc, vous savez que dans le langage courant, on dit que ces pays-là sont issus de la conférence de Berlin, puisque c'est la conférence de Berlin qui a figé les frontières, qui a donné ce qu'on appelle les secteurs de domination. La France, la Belgique en particulier, et évidemment l'Angleterre à l'époque. La conférence de Berlin, lorsqu'elle se tient en 1885, les géographes considèrent la Centrafrique, ils appellent ça la terre incognita. Donc la Centrafrique ne faisait pas partie, à l'époque où on a tenu la conférence de Berlin, des possessions françaises. Personne ne connaissait ce territoire. Les explorateurs avaient un peu flairé quelque chose dans cette partie du continent, mais personne n'avait mis ce qu'on appelle un avant-poste, un drapeau, on dit que ce territoire m'appartenait. Donc ça ne faisait pas partie, si vous voulez, de l'ordre du jour de la conférence de Berlin. C'est après 1885 que, par explorateurs interposés, que la Belgique et la France vont se ruer pour en fait occuper cette partie et faire l'intégrer dans leur secteur déjà établi par la conférence de Berlin. Et ils vont le faire par explorateurs interposés. Vous avez donc les noms que tout le monde connaît, hein, Stanley, Alphonse Wrangel, hein, Stanley, Alphonse Wrangel pour la Belgique. On a aussi donc De Brazza, Gentil, Marchand, Crampel pour la France, qui vont se battre pour occuper ce territoire. Finalement, c'est la France qui va réussir à mettre son avant-poste. Donc le 25 juin 1889, par Michel Dolizy, le frère d'Albert. Vous avez une ville au Congo-Brazzaville qu'on appelle Dolizy, donc le nom d'un explorateur. Et Wrangel en faisait de même, donc un autre explorateur belge, il avait posé son drapeau croyant être en Centrafrique, mais dans une ville qui est en face de Bangui, s'appelle Zongo. Mais cette ville est aujourd'hui la possession de la RDC. Fait partie du territoire RDCien. Et donc, le roi belge pensait avoir occupé la Centrafrique, en fait il s'est trompé. Les Français sont donc installés de l'autre côté donc, de la rivière, le fleuve, qu'on appelle le Bangui, qui est la continuité en fait du fleuve Congo. Donc voilà comment la Centrafrique a été donc, est rentrée dans, on va dire, le précaré français. Et donc là j'ai pris quelques images de ces explorateurs, les hommes par qui nos malheurs sont arrivés, bien sûr. Vous avez donc ici de gauche à droite Stanley,
Vous avez donc Wrangel, vous avez De Brazza et vous avez Albert Dolisie. Ce sont des images qu'il faut montrer à nos enfants. Quand ils les voient, il faut qu'ils fuient. Parce que ce sont ceux-là qui sont venus nous faire basculer dans ce complexe de domination. Alors, pendant la pénétration française, la zone qu'on considère aujourd'hui comme la Centrafrique était déjà un enjeu particulier pour la France. Parce qu'au moment où la France occupe la Centrafrique, la France donne encore des, comment on appelle ça, quelques ambitions supplémentaires. La France voulait en fait avoir un territoire qui partait donc de l'océan Atlantique à la mer Rouge. D'accord? Donc de la Centrafrique, il fallait passer par le Soudan. Et en passant par le Soudan, ils vont s'accrocher aux Anglais, hein, ce qui a donné ce qu'on appelle le complexe de Fashoda. Le complexe de Fashoda, c'est deux explorateurs, l'un français marchand et l'autre anglais, qu'on appelait Kitchener, comme ça, qui se sont donc accrochés et les Anglais ont tenu tête aux Français et ils ont demandé aux Français de déguerpir. Et donc les Français n'ont pas pu. Fashoda, c'est une ville qui est au sud du Soudan. Hein. J'ai oublié le nom, ça a changé de nom aujourd'hui, c'est un autre nom, cette partie frontière du territoire. Et donc, ça a créé un traumatisme national ici en France. Parce que ça a été conçu, ça a été considéré comme une humiliation. Pour mémoire, vous savez, de la guerre de Biafra avec le Nigeria, ça a réveillé aussi le complexe de Fashoda. Chaque fois que les Français ont eu mal à partir avec les Anglais par rapport aux questions internationales, il y a souvent ce retour du complexe de Fashoda qui revient, comme si les Français voulaient en fait, comment on appelle ça, prendre leur revanche quoi, sur l'histoire. Et donc la Centrafrique, une fois que les Français ont été boutés dehors de Fashoda par les Anglais, les Français ont tenu à faire de la Centrafrique comme un bastion en fait, pour éviter que les Anglais ne rentrent en Afrique centrale et que le roi belge ne rentre dans leur précaré. Donc la Centrafrique est devenue comme un fort pour les Français. Et donc dès 1898, la Centrafrique est déjà un enjeu géostratégique pour les Occidentaux. Et ils n'ont pas lâché ce territoire jusqu'aujourd'hui. Ensuite, donc je vous ai pris un peu l'image de Fashoda. Donc vous avez là, Fashoda c'est au sud du Soudan, la Centrafrique c'est par là, et vous avez les Congo par ici. Voilà, donc ça c'est l'image de Fashoda. Ceux qui veulent faire des recherches peuvent retrouver en fait cette information. Alors, durant la pénétration française, il y a eu aussi des génocides. J'appelle génocide en Bangui parce que le nom de Bangui aujourd'hui, capitale Bangui, vient justement d'un groupe culturel ethnique. Hein, le Bangui vient de la Centrafrique bien sûr, mais l'Ubangui c'était le nom initial de ce pays. C'est Boganda qui a donné la Centrafrique. J'explique un peu la Centrafrique plus tard, mais ce pays, jusqu'en 59, s'appelait Ubangui. Appelait l'Ubangui Chari. D'accord. Et donc, durant la conquête coloniale, par exemple, les Français voulaient aussi prendre le Tchad. Pour prendre le Tchad, il a fallu faire la jonction entre le fleuve ou les cours d'eau, l'Ubangui, et le Chari. On appelle ça le Chari. Parce que le Chari passe par le Tchad, l'Ubangui, c'est la continuité du fleuve Congo. Et pour faire cette jonction, il y a eu un génocide qui a été organisé, sinon subi par les Centrafricains, parce que les Français partaient de Brazzaville, donc du Congo-Brazzaville, jusqu'au Tchad. Et là, il fallait faire ce qu'on appelle le portage. C'était à dos d'homme. Il fallait porter sur des kilomètres et des kilomètres, traverser des fleuves, traverser des mers, des montagnes, tout l'équipage colonial. S'il y avait 50 hommes, il fallait les mettre prendre à dos et ainsi de suite. Et il y a un peuple qui a particulièrement payé la lourde tribut, c'est le peuple Mandia en Centrafrique, qui a subi. Et on note pour juste 1902, d'après les estimations, on parle de près de 10 000 morts, rien que par portage. Ça veut dire comment c'était cruel. Les gens mouraient de souffrance, de fatigue, pour porter en fait les charges des colons, traverser tous ces territoires qui étaient assez compliqués à l'époque, à arriver au Tchad. Et vous avez aussi la déshumanisation des sociétés concessionnaires. Hein, les exactions que les sociétés concessionnaires ont organisées pendant l'occupation française, ça fait aussi partie des lots que le pays a subis. Et vous avez la construction du chemin de fer Congo-Océan, c'est-à-dire que le chemin de fer aujourd'hui qui va de Pointe-Noire du Congo jusqu'à Brazzaville, puisque la Centrafrique est enclavée, mais ce n'était pas la raison à l'époque. La raison c'est qu'il fallait aller prendre des hommes partout pour construire ce chemin. Et les Centrafricains ont eu le lourd tribut. À Brazzaville, vous avez un quartier qui s'appelle Mokonzimbaka. Hein, c'est là où étaient concentrées les populations centrafricaines qu'on partait là pour les emmener sur les chantiers. Et à ce propos, il y a deux références. André Gide
Un voyage au Congo et Albert Londres, qui est un journaliste anglais, Terre d'ébène. Ces deux références peuvent vous aider à comprendre cette partie. J'ai d'ailleurs relevé dans le livre d'Albert Londres une partie très saisissante. Il dit, c'est Albert Londres, qui était parti à l'époque, sur place, qui a vu les Centrafricains sur les chantiers de chemin de fer Pointe-Noire-Brazzaville, comment ils étaient traités. Il dit dans le livre, la désolation de leur état me parut sans nom. Ils se traînent le long de la voie comme des fantômes nostalgiques. Les cris, les calottes ne les raniment pas. On croirait que, rêvant de leur lointain Ubangui, ils cherchent en tâtonnant l'entrée du cimetière. Voilà. Donc ce peuple souffre depuis déjà très longtemps. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est plus la continuité de ce que souffre la Centrafrique. Et alors, ce pays a aussi connu des résistants. Il y a aussi une histoire glorieuse, la résistance anticoloniale. Lorsqu'il y a eu les portages dont on a parlé tout à l'heure, les Mandias se sont beaucoup révoltés contre ces portages. C'est un peuple aujourd'hui qui garde les stigmates de cette résistance anticoloniale. On dit souvent lorsque les Mandias se révoltent en Centrafrique, ça veut dire que ça va très très mal se passer, parce qu'ils ont subi le portage. La révolte de Congo-Wara, la manche de Hou, Congo-Wara veut dire manche de Hou, avec son leader Karinou, entre 1928 et 1931, Congo-Wara, c'était donc le leader du groupe Mandia, il s'était levé. Et particulier, si vous voulez voir cette histoire, les Mandia, avec cette résistance, avaient réussi à unir tous les leaders du territoire. Il n'y avait pas d'ennemis à l'époque. C'est un fait extraordinaire. Ceux qui ont relevé les faits de l'époque expliquent comment, durant cette révolte-là, il y a eu une résistance de tout le monde. Et troisièmement, il y a eu un leader, un peu plus tard, qui s'est inspiré évidemment du combat de Karinou, qui s'appelle Barthélemy Boganda. Il y avait Barthélemy Boganda. Donc c'est lui qui reprendra après le flambeau de la révolte. C'est l'homme qui a construit en fait le Bangui ou bien le Centrafrique d'aujourd'hui que nous voyons. Et donc, qui était Barthélemy Boganda? Barthélemy Boganda, donc, c'est la figure principale de la résistance centrafricaine. Barthélemy Boganda était né donc en 1910 dans un village de la région de la Lobaye, élevé dans un orphelinat, puis par les missionnaires. C'est le premier bachelier, le premier indigène à accéder aux études supérieures dans ce territoire. Premier prêtre indigène aussi, ordonné en 1938, premier député en 1946 dans le cadre de l'Union française. Il a été aussi enseignant. Un de ses illustres élèves fut donc Abel Goumba, à Bambari, dans les débuts des années 40, en quelque sorte. Doté d'une très grande culture, c'est Abel Goumba qui le témoigne aujourd'hui. Il dit par exemple que Barthélemy Boganda, dès les années 40, il leur parlait de l'Égypte antique en tant que prêtre. Quand il les enseignait, il disait attention, les Égyptiens n'étaient pas ce que la Bible dit. C'était vos ancêtres, c'était des Noirs africains comme vous qui ont laissé toute cette richesse, ces pyramides. C'est surprenant pour l'époque, dans ce territoire enclavé, comment Boganda avait su accéder à ces connaissances-là. Il a créé donc son propre parti, Boganda, en 1949, qui assurera la domination quasiment de la vie politique nationale. C'est le MESAN, hein, le mouvement d'évolution sociale d'Afrique noire. Et donc Boganda, si vous voulez, a été d'abord député en 1946. Ensuite, il y a eu une nouvelle période que la France a inaugurée, s'appelle la période de la loi cadre. J'ai pris ici Gaston Deffer, le Marseillais, qui est donc à l'origine de cette loi, à l'Assemblée nationale française. Alors, que visait la loi cadre? La loi cadre visait à donner une certaine autonomie au territoire occupé par la France. C'est-à-dire que, c'est comme aujourd'hui, en fait, nous sommes un peu sous la loi cadre, son nom. La loi cadre avait l'avantage d'avoir été écrite, votée, voilà, on vous élit dans vos territoires, vous avez une certaine autonomie politique jusqu'à un certain niveau, vous n'avez pas le droit de toucher au sous-sol, aux affaires étrangères, à l'armée, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes sur le même système, sauf que la loi cadre n'existe plus. C'est un peu la même situation. Peut-être qu'il faudrait qu'ils votent une loi pour qu'on sache clairement, quand on est élu dans le continent africain, on n'est élu que pour certaines choses, on ne touche pas à d'autres. Mais la loi cadre, déjà à l'époque, avait fixé les choses. Au fond, donc la loi cadre va créer une situation où il y a plusieurs leaders qui vont en fait apparaître dans le pays, hein, plusieurs personnalités. Donc Boganda en particulier, je passe, donc sous le...